Chers collègues, l'année 2020 aurait dû être une année de célébration en ce qui concerne le domaine de la transplantation au HUG. En effet, c'est en 1970 qu'il y a eu la première greffe rénale, au mois de novembre. Il semblerait qu'il y en ait eu une avant, mais qui n'est pas officielle, donc on garde cette date comme première transplantation. C'était aussi l'année de la 1000e greffe de foie du programme. Et puis peut-être un sujet qui était en dessous des radars, mais qui est aussi important, c'est la célébration du 50e anniversaire de la création du laboratoire national de référence pour l'histocompatibilité au HUG. Alors, l'histocompatibilité, l'immunogénétique, c'est principalement lié au système HLA, vieux souvenir de vos études, mais qui, comme ça, a des réminiscences à travers différents domaines, comme l'association HLA-maladie et surtout la transplantation, auquel je vais consacrer la grande partie de mon exposé, mais également tout ce qui touche à la réponse du système immunitaire contre les virus, et on verra le point clé du système HLA et pourquoi c'est encore quelque chose d'important aujourd'hui en pleine pandémie. Alors, un peu d'histoire, c'est toujours intéressant de savoir d'où on vient et où on va, pour se rappeler que dans les années 50, il y avait des recherches qui étaient faites, notamment sur des patients qui étaient leucopéniques. On ne comprenait pas pourquoi, certains étaient leucopéniques. Et puis, on avait assez rapidement réalisé que c'était lié avec des transfusions. Et puis, en mélangeant le sérum et les cellules de certains patients, on a réalisé qu'on pouvait leuco-agglutiner, comme on avait pu 30 ans avant, avec la découverte des groupes sanguins, agglutiner les érythrocytes. Donc, ces sérums capables d'agglutiner, avec cela, on a commencé à créer des groupes. Et ces groupes qui étaient, comme je disais tout à l'heure, un souvenir des groupes sanguins, s'est avéré en fait beaucoup plus complexe. Et puis, il y avait un lien avec les premières expériences de transplantation qui avaient eu lieu, non seulement évidemment chez l'animal, mais aussi chez l'homme. Ces techniques de leucoagglutination, en fait, se sont développées dans plusieurs laboratoires, plusieurs pays, et on a réalisé qu'en fait, chacun cherchait la même chose, mais avec des réactifs différents, réactifs qui provenaient en fait de matériel biologique, c'est-à-dire de sérum, ou plutôt de plasma, qu'on récupérait principalement chez les femmes qui avaient eu plusieurs grossesses et qui contenaient donc ces anticorps antileucocytaires. Et puis, il y a très rapidement la nécessité d'une collaboration, d'une organisation entre ces différents pays, ces différents laboratoires, pour en faire qu'on parle la même chose, avec la création parmi les premiers congrès, qui étaient en fait des workshops, où les gens s'échangeaient leurs réactifs, ces antisérums, pour justement pouvoir définir et standardiser ces différents groupes leucocytaires. Et en Suisse, c'est aussi évidemment apparu comme nécessaire, et c'est à la fin des années 60, justement, qu'a été créé à Genève le laboratoire de référence pour l'histocompatibilité, où justement il fallait fédérer tous les petits laboratoires, tous les petits centres en Suisse qui avaient démarré ces différentes technologies pour qu'on parle tous la même chose. Alors je vais vous montrer une photo historique. On voit M. Jean Dosset, qui est un de ceux qui a découvert le HLA, sur le tableau noir, qui justement démontre ces différents groupes. Alors peut-être HLA A2 vous dira quelque chose, mais vous voyez que c'est une nomenclature qui s'est finalement imposée par rapport à d'autres qui voulaient tout simplement dire la même chose. Donc la nécessité de standardiser toutes ces appellations. Alors tout cela a créé beaucoup d'intérêt, et puis finalement autour du HLA et de tout ce qui en découle, comme la transplantation, mais également la réponse immunitaire, on voit que de nombreuses avancées ont permis de comprendre cette notion de compatibilité tissulaire, de finalement décrypter ces fameux groupes leucocytaires qui a débouché sur un système génétique très complexe dont je vais vous donner quelques rappels, et puis après tout ce qui a découlé sur la transplantation, et finalement en 1996 la récompense pour des travaux initiés dans les années 70 sur les mécanismes de réponse antivirale, le soi, le non-soi, avec notamment les travaux de Rolf Zinkernagel, qui, comme vous le savez tous, est un chercheur médecin zurichois qui a pendant très longtemps travaillé à l'EPFZ et qui a décrit ces mécanismes avec son collègue Peter Doherty. Alors, en 2021,
Qu'est-ce qu'on peut dire sur le système HLA? Simplement commencer par rappeler que c'est un système génétique qui est complexe, qui se trouve donc sur un chromosome 6, qui est composé de 2 classes, et chacune de ces 2 classes a 3 gènes, donc les classes 1, A, B, C, et les classes 2, DR, D, P, D, Q, qui codent pour des protéines un homodimère pour ce qui est du HLA de classe 1 et un hétérodimère pour ce qui est de classe 2, avec des expressions variables sur toutes les cellules pour le classe 1 et sur des cellules spécialisées pour les HLA de classe 2. La fonction principale du système HLA, comme vous le savez aussi, c'est de présenter des peptides aux lymphocytes T, et cet ensemble de HLA, peptides et TCR, qui est donc le récepteur du lymphocyte T, qui va permettre l'activation spécifique des différents clones qui ont été établis et qu'on a tous dans notre répertoire. Et cette activation se fera via HLA de classe 1 pour les lymphocytes TCD8 et via les HLA de classe 2 pour les lymphocytes TCD4. Alors, ces groupes de complémentation, ces groupes d'agglutination, comme je vous le décrivais tout à l'heure, ont amené à une nomenclature et une classification qui a permis de définir différents groupes. Vous voyez, il y en a 21 pour le gène A, 10 pour le gène C, 46, etc., etc. Ces techniques anciennes, appelées sérotypes, ont été supplantées dans les années 90 par les techniques de biologie moléculaire. Quand on a commencé à séquencer nucléotide par nucléotide ces différents gènes, on a vu que le système était beaucoup plus complexe que cela. Et aujourd'hui, en 2020, fin 2020, décembre 2005, voilà le nombre de différents variants. On parle beaucoup de variants, alors nous on parle d'allèles, de polymorphisme, mais ce sont des variants du même gène. On voit qu'avec ces techniques sérotypiques qui datent des années 50, on est arrivé, avec les techniques de biologie moléculaire, à pouvoir définir, par exemple, 6000 allèles différents pour le gène A, 7000 pour le gène B, etc., etc. Alors cette complexité a évidemment amené, à travers ces workshops, à devoir définir des classifications. Alors je vais aller très, très rapidement sur cette diapositive, simplement pour ceux qui demandent des analyses lors de HLA associés à maladie ou dans les bilans de transplantation, vous êtes confrontés à ces rapports où on voit d'abord qu'on définit le gène, on définit l'allèle avec une numérotation relativement simple, et puis avec cette technologie sérotypique qui n'est plus vraiment utilisée techniquement, mais en termes de nomenclature pour simplifier en fait le rendu des résultats, on voit que si on arrive à la technique de biologie moléculaire, on va complexifier la lecture avec la petite étoile qui signifie qu'on a utilisé une technique moléculaire, et puis après on décline les différents allèles avec cette numérotation qui est un peu barbare, mais peut-être que vous allez prochainement recevoir sur ces rapports cette nomenclature qui est la nomenclature officielle complète de la façon dont on écrit les différents allèles HLA, avec après le gène, donc cette notion de sérotype qui se réfère à l'ancienne nomenclature, l'allèle qui est vraiment le variant génétique très précis où va se lier le peptide. Ensuite, comme vous le savez, notre système génétique étant dégénéré, on peut avoir des mutations silencieuses, c'est-à-dire un nucléotide qui code finalement pour le même acide aminé. Et puis, il y a également, de plus en plus intéressantes, également des polymorphismes, des variants dans les régions introniques qui ont une certaine importance, notamment pour les mécanismes d'expression avec des classifications d'expression qui peuvent être faibles, nulles ou éventuellement des molécules sécrétées. Donc voilà, tout ça est bien compliqué. Et on voit qu'on continue à découvrir des nouveaux allèles HLA. Ça, c'est, comme je disais tout à l'heure, la liste de décembre 2020, où on a maintenant un peu plus de 18 000 allèles pour les classes 1 et puis 8 000 allèles pour les classes 2, et ça va continuer. Alors évidemment, ça donne des combinaisons qui sont extrêmement compliquées, mais ces différents allèles ne sont pas présents de façon homogène dans la population. Certains sont beaucoup plus fréquents que d'autres, heureusement, pour la transplantation. Donc, chacun d'entre nous, on va hériter d'un certain set de gènes portés par nos chromosomes, le chromosome paternel et le chromosome maternel. C'est une expression codominante, donc chacune de nos cellules peut exprimer entre 12 et 14 gènes HLA différents, permettant d'exprimer un nombre quasiment indéfini de peptides.
Alors, pourquoi c'est un problème en transplantation? Puisque c'est évidemment à travers la transplantation qu'on a découvert ce système HLA. Notre système immunitaire va reconnaître le système HLA d'une autre personne comme quelque chose d'étranger et va l'attaquer. Donc si vous avez, comme ici, un receveur qui reçoit l'organe d'un donneur avec le même système HLA, on parlera d'une compatibilité HLA. Le système immunitaire du receveur ne sera pas capable de différencier le HLA si c'est le même allèle. Par contre, évidemment, lorsque vous avez un donneur qui possède des différences au niveau de ces fameux allèles HLA, le système immunitaire du receveur va être capable de le reconnaître et attaquer le donneur, dans le cas de la greffe d'organes notamment. Alors, tout ça mène à quelques considérations et quelques différences qu'on observe dans les transplantations qui sont les traitements bien établis chez un certain nombre de nos patients, c'est-à-dire la greffe d'organes ou la greffe de cellules souches. Pour rappeler, dans le cas de la greffe d'organes, c'est le système immunitaire du receveur qui va reconnaître l'organe du donneur comme étranger, justement s'il n'y a pas de compatibilité HLA notamment, et qui va l'attaquer ou l'éliminer. Alors c'est évidemment un gros problème, mais dans la greffe de rein, on a toujours éventuellement la dialyse qui peut suppléter à un organe qui aurait été définitivement rejeté. Et heureusement, on a des traitements immunosuppresseurs très efficaces qui bloquent cette réaction et qui permettent une excellente survie de ces organes. Dans le cas à droite de la greffe de cellules souches hématopoïétiques, le phénomène est très différent puisqu'on va, en fait, l'organe qu'on va transplanter, c'est un tissu, c'est des cellules, c'est le système immunitaire du donneur qui va reconstituer toutes les lignées, mais également être transféré avec des lymphocytes du donneur. Donc là, on aura une attaque de tous les tissus du receveur et ce phénomène, comme vous connaissez, qu'on appelle la maladie du greffon contre l'autre, va être catastrophique puisqu'il ne s'agit pas seulement d'un organe, mais évidemment de tous les tissus, la peau en premier, les organes comme les intestins, le foie. D'où la nécessité de maintenir une compatibilité HLA le plus importante possible. Donc en greffe d'organes, on va se contenter d'une classification relativement simple, cette classification un peu ancienne. Pourquoi? Parce que quand vous avez une greffe de rein, vous avez actuellement en Suisse à peu près 1000 donneurs sur la liste active, et quand vous avez un organe, 1 versus 1000, vous voyez qu'avec les combinaisons du système HLA, vous aurez évidemment d'immenses difficultés de trouver, et une impossibilité de trouver quelqu'un qui est HLA identique. Donc on va se contenter d'une approche de compatibilité large, comme on appelle. Par contre, on va être très attentif à ce qu'on appelle les anticorps anti-HLA, c'est-à-dire des anticorps dirigés contre le donneur, contre le système HLA du donneur, qui pourraient être là avant la greffe ou éventuellement après la greffe. Ça, c'est un facteur très important aujourd'hui qui est clé pour la survie de l'organe. Tandis que dans la greffe de cellules souches hématopoïétiques, on a des donneurs relativement larges. On n'est pas dans une configuration de 1 donneur pour 1000 patients, parce qu'il y a les donneurs intrafamiliaux, et puis là, je le dirais 2 mots aussi, un registre mondial des donneurs avec énormément de personnes qui, par chance, pourraient être compatibles avec votre patient. Alors, pour ce qui est de la greffe d'organes, on va se préoccuper de ces anticorps anti-HLA, la compatibilité, puis faire des tests au dernier moment pour être bien sûr que le donneur et le receveur sont compatibles. Donc juste une donnée de résultat. On parle de DSA pour anticorps anti-HLA du donneur, Donor Specific Antibodies, et ça, c'est le facteur principal aujourd'hui qui est associé à la perte du greffon. Autant on peut contrôler la réponse immunitaire du lymphocytaire T contre l'organe, autant quand il y a des anticorps présents, c'est extrêmement difficile de bloquer la réaction, anticorps qui vont former des complexes ou directement se fixer sur les cellules endothéliales des capillaires, des organes, en particulier le rein. Et on voit ici sur cette courbe des patients qui ont développé des anticorps anti-HLA après la greffe, parce que le système immunitaire n'était pas suffisamment bloqué. Et on voit que la survie du greffon chute, et au bout de 2-3 ans, on a perdu pratiquement la moitié des organes, alors que si vous n'avez pas d'anticorps anti-HLA ou des anticorps anti-HLA qui ne sont pas dirigés contre le donneur, on voit que la survie du greffon est excellente, avec aujourd'hui plus de 90% à 1 an et des survies évidemment prolongées qui sont très bonnes. Pour ce qui est de la greffe de cellules souches hématopoïétiques, on va changer le système immunitaire
du patient, avec l'infusion aussi de lymphocytes du donneur et les réactions de la maladie du greffon contre l'autre si on ne fait rien. D'où la nécessité d'avoir une compatibilité parfaite. On voit ici les courbes sur les données suisses, publiées il y a déjà quelques années. La courbe la plus élevée, ce sont un donneur et un receveur qui sont compatibles, les deux petites filles que je vous ai montrées tout à l'heure, au niveau de tous les gènes, compatibilité A, B, C, D, R, D, Q, et comme on a 2 chromosomes, ça fait 10, on voit que c'est associé à plus de 5 ans, à environ 60% de survie, la mortalité étant surtout liée à la rechute et puis aux complications liées au traitement. Et dès qu'on a des incompatibilités, on voit que ces courbes de survie chutent, et là, c'est beaucoup lié justement, en plus de la rechute, à ces phénomènes du greffon contre l'autre, qu'on a beaucoup de peine à maîtriser puisqu'elles touchent tous les tissus. Ces greffes de cellules souches hématopoïétiques, c'est un gros domaine où l'histocompatibilité a bénéficié des progrès gigantesques, notamment de la biologie moléculaire. Vous voyez que ça représente environ 47 000 greffes en transplantation en Europe. On peut avoir des greffes allogéniques avec un individu différent. Il y a aussi des greffes autologues. Évidemment, dans ce cas-là, c'est le même système, on ne va pas en parler. Et puis, dans les greffes allogéniques ici, on peut avoir des donneurs non apparentés, dont je vais parler très brièvement, et de donneurs apparentés, qui sont évidemment les donneurs qu'on recherche d'abord, puisque si vous avez des frères et sœurs, vous avez 25% de chance d'avoir reçu le même chromosome 6 de votre père ou de votre mère. C'est pour ça qu'a été créé dans les années 70 un registre mondial. Je vous ai montré la courbe des allèles extrêmement variable, les combinaisons pratiquement infinies, mais justement, la représentation des allèles n'est pas homogène, il y a des allèles, il y a des associations d'allèles entre les différents gènes qui sont beaucoup plus fréquents que d'autres, ce qui permet, avec un registre d'environ 40 millions de donneurs dans le monde entier, d'éventuellement trouver un donneur qui est compatible avec votre patient au niveau HLA. Et c'est tout le travail du Laboratoire national de référence pour l'histocompatibilité qui gère tous ces patients et tous ces donneurs en Suisse, à Genève. Alors, je ne peux pas évidemment passer à côté du système HLA dans le cadre de ce pourquoi finalement le système HLA est dans notre corps. Le système n'a pas évolué, ne s'est pas développé pour embêter les transplanteurs, mais c'est essentiellement un mécanisme essentiel pour se défendre contre les micro-organismes et en particulier contre les virus. Donc vous avez ici des images pour les étudiants, mais de temps en temps, on peut les repasser parce qu'elles sont très jolies. Donc on voit l'importance du système HLA au moment de l'activation du système immunitaire. Donc là, on se trouve dans le ganglion lymphatique. Le virus a infecté les tissus. Les cellules résidentes qui présentent les antigènes ont migré dans le ganglion lymphatique et activent ces différents lymphocytes. Ces différents lymphocytes spécifiques vont ensuite s'activer, se multiplier, retourner dans le tissu infecté et puis détruire la cellule virale qui est infectée. En parallèle avec ce mécanisme, on a systématiquement le développement de lymphocytes T mémoire, lymphocytes T CD8 et CD4. Ces lymphocytes mémoire, pas facile toujours à mesurer, parce qu'avec des phénotypes particuliers, évidemment, c'est quelque chose de très important, puisque c'est ces cellules qui vont se mobiliser lorsqu'on a une réactivation. Donc l'activation va forcément conduire au développement de lymphocytes mémoire. Pour ce qui est de la réponse cellulaire, on a là, humorale, donc la production d'anticorps, on a là un mécanisme qui est similaire avec en fait une aide entre le lymphocyte B et le lymphocyte T. Le lymphocyte T CD4 va aider le lymphocyte B à produire des anticorps, le lymphocyte B qui joue le rôle de cellule qui présente les antigènes, et cette activation va conduire à 3 phénomènes très importants. La première, c'est ce qu'on appelle l'isotype switch, c'est-à-dire qu'on va être à ce moment-là capable de produire des IgG, c'est ce qu'on mesure lors d'une réponse vaccinale, lors d'une réponse anti-infectieuse. Et ça, c'est un phénomène clé qui est lié justement à ce lien entre les lymphocytes T CD4 et les lymphocytes B. En parallèle, et je dis bien en parallèle, on aura le développement de lymphocytes B mémoire et également le développement, la différenciation de ces lymphocytes B en plasmocytes, qui sont, comme vous le savez, une usine à produire des anticorps. Et ces plasmocytes peuvent être de longue durée de vie, permettant ainsi la production d'anticorps, peut-être à bas niveau, mais de façon extrêmement prolongée. Donc le système HLA est vraiment clé
pour générer ces réponses cellulaires et humorales, non seulement lors d'une infection aiguë, mais aussi pour la génération de cette mémoire immunologique qui, encore une fois, est systématique après l'activation du système lymphocytaire T et systématique et généralement, dans la plupart des cas, de longue durée. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a cette grande diversité? Pourquoi est-ce qu'on a tous ces allèles HLA différents? Vous le comprendrez facilement sur les 3 prochaines images. Vous avez ici un virus qui pourrait échapper à la reconnaissance de HLA-A, et vous voyez que les individus sont décédés, alors que si ce virus est bien reconnu par un HLA-B, eh bien, ces individus vont survivre. Évidemment, le mieux, c'est d'être A et B, d'où la nécessité d'avoir tous ces gènes HLA, puisque dans ce cas-là, eh bien, à la fois les individus A et B vont survivre à cette infection. Et pourquoi est-ce qu'en termes d'individus, on n'a pas tous finalement le même set d'allèles HLA, puisqu'on en a 12, c'est déjà pas mal. Bon, on voit la réponse ici, avec un virus qui viendrait de Mars, que jamais personne n'aurait rencontré. On voit que s'il échappe à cette reconnaissance de AB, si on a une population extrêmement polymorphe, avec tous des petites différences du système HLA, on voit qu'il y a au moins il n'y a qu'un seul individu qui va mourir et tous les autres vont survivre. Donc la probabilité d'avoir avec un nouveau micro-organisme, un nouveau virus, que la civilisation soit éteinte est zéro tant que ces micro-organismes sont faits par des peptides, des protéines. Et j'ai bien réfléchi pour savoir si c'était possible d'avoir des micro-organismes sans protéines, sans peptides, avoir le mécanisme, les enzymes, enfin, ce à quoi servent les peptides, c'est évidemment impossible. Je vous montre rapidement, avant de terminer, une image d'une de nos publications récentes où on a coupé en morceaux le virus CMV. Vous avez ici toutes les 190 protéines du virus CMV. Ce virus CMV, on l'a coupé en petits peptides et puis on l'a confronté au HLA de 116 patients qui avaient eu une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Alors, chaque fois que vous avez un petit carré bleu, ça veut dire que dans cette protéine, il y a au moins 3 ou 4 de ces peptides qui peuvent être présentés par le HLA du patient. Chaque fois que vous avez un petit carré blanc ici, ça veut dire que pour cette protéine, ici, il n'y a aucun peptide qui peut être présenté par le HLA du patient. Donc, on ne va pas disséquer ça de manière très approfondie, mais on voit que vous avez très très peu de petits carrés bleus. Et si vous en avez pour cette protéine ici, on voit que pour cette autre protéine, vous n'en avez pas du tout. Donc, chez ces patients, on a tous, sur le plan génétique, la possibilité de présenter ces molécules HLA. Donc, tous nos outils, notre génétique du système HLA nous permet de présenter vraiment une quantité de peptides extrêmement importante. Et nos données préliminaires démontrent que c'est pareil avec le virus SARS-CoV-2. Voilà, je termine en disant que le polymorphisme du système HLA permet la démonstration que chaque personne est quasi unique. Ce n'est pas tout à fait le cas, heureusement, sinon on ne trouverait pas de donneurs non apparentés pour nos patients. Et vraiment, le nombre de combinaisons est quasiment infini pour une formule qui est unique. Donc, c'est vraiment un système qui a permis de comprendre des mécanismes fondamentaux de la défense immunitaire, la reconnaissance du soi, du non-soi, la présentation des antigènes. Et ça, c'est quelque chose de critique. Ça avait été évidemment un succès important dans le domaine de la transplantation, organes ou cellules souches hématopoïétiques. Et puis, quelque chose dont je n'ai pas parlé, comme vous le savez, il y a une association entre certains allèles HLA, certains haplotypes HLA, et des maladies auto-immunes, la maladie de Bechterew, la maladie cœliaque, etc., qui est aussi un sujet important et qui était les prémices de la médecine prédictive, la médecine de précision, puisque c'est des facteurs qui permettent d'aider au diagnostic et d'aider à la prédiction de l'évolution de la maladie dans beaucoup de cas. Voilà, j'aimerais terminer, puisque c'est les 50 ans du LNRH et probablement qu'il y aura le prochain, ce sera dans 50 ans et je ne serai plus là, quand même de remercier certaines personnes qui ont été clés. D'abord, le professeur Michel Janet, qui est le fondateur du LNRH en 1970. C'est lui qui a réussi justement à fédérer tous ces laboratoires en Suisse et à travailler de concert avec nos collègues européens. Mon ex-collègue et camarade, le professeur Jean-Marie Thiercy, qui a été quelqu'un qui a développé d'abord en recherche, on le voit dans un laboratoire genevois, le laboratoire du professeur Bernard Mack, les techniques de biologie moléculaire et qui a en fait transféré ces techniques de biologie moléculaire dans les laboratoires de routine, notamment au LNRH, après, avec les progrès importants. Toute cette technologie, tous ces
toute cette biologie moléculaire reste très complexe. C'est pour ça qu'il y a en Europe et aux États-Unis une société savante qui non seulement fait des réunions pour pouvoir comprendre le système HLA, mais aussi délivre des certificats d'accréditation et de certification, contrôle que tous les laboratoires continuent à fonctionner à un haut niveau. Et chez nous, on a la chance d'avoir la docteure Ferry Lacra, qui est une de ces personnes qui, ça fait partie entre autres de son activité, et qui maintenant est en particulier commissionnaire de cette fédération européenne d'immunogénétique et qui va justement superviser des différentes régions francophones en France, Luxembourg, Belgique, pour que ces laboratoires restent bien accrédités. La bioinformatique a joué un rôle clé aussi dans l'avancée, la compréhension et l'utilisation, et ça a été l'arrivée il y a quelques années de Stéphane Buller, biologiste au LNRH, qui a permis de faire ces grandes avancées. Et finalement, last but not least, c'est évidemment un travail d'équipe, travail de tous les jours, et je remercie toute l'équipe qui justement travaille pour permettre de découvrir pour les patients atteints en particulier de leucémie et de lymphome, des donneurs non apparentés, puisqu'on est le seul laboratoire en Suisse qui recherchons pour tous les patients atteints de leucémie, dans ce fameux registre de 40 millions de donneurs, les HLA, en faisant des tests complémentaires qui pourraient trouver et donner lieu à une compatibilité. Voilà, et je vous remercie de votre attention.